Bien, bonjour à tous. Bienvenue à notre quatrième rendez-vous Optigestion, rentrée 2022 pour vous faire un point, bilan et perspective. Nous allons regarder ensemble sur 30 minutes avec nos gérants, faire un bilan de la situation économique sur 2022, voir comment ont réagi les marchés financiers, quelles ont été les mesures prises en particulier sur nos fonds Optigest et évoquer ensuite nos perspectives. Et nous terminerons ce webinaire par un jeu de questions-réponses avec nos auditeurs. Donc, nous avons nos trois principaux gérants présents aujourd'hui. Jacques Depanis, qui est gérant Optigest Europe. Xavier Gérard, gérant Optigest Patrimoine et Monde. Nicolas Daumont, gérant Optigest Patrimoine et Monde. Donc, je laisse tout de suite la parole à Jacques, qui va nous faire un point sur la macro et nous dresser un bilan rapide de 2022. Jacques, à toi. Bonjour à tous. Alors, que s'est-il passé très schématiquement en 2022? En fait, toute une série d'événements qui se sont superposés. Donc, nous allons brièvement les passer en revue successivement. Donc, la pandémie a occasionné de nombreuses perturbations, à la fois des chaînes de production et des cycles d'acheminement. Voilà, j'espère qu'on m'entend. Oui, Jacques, on t'entend, tu peux y aller. Très bien. Donc, successivement, il s'est produit une série d'événements durant l'année 2022 qui, cumulés, sont à l'origine de la complexité des problèmes que nous vivons aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, je vous rappelle que nous sommes sortis du confinement et en fait, durant le confinement, il y a eu de très nombreuses perturbations des chaînes de production et des cycles d'acheminement. Donc, c'est à la fois les usines, les centres de production qui ont été touchés et qui ont été désorganisés, et aussi tout ce qui est port et transport et logistique. Il en est résulté une raréfaction des biens disponibles, tant pour les industries que pour les consommateurs. Alors, cette réduction forcée de l'offre de biens a entraîné une augmentation des prix et la constitution de stocks intermédiaires qui est venue accroître en quelque sorte cette hausse des prix. Simultanément, je vous rappelle que de nombreuses aides d'État ont été versées durant le confinement et de ce fait, une fois que le déconfinement a été mis en place, eh bien, on a assisté à une explosion de la demande de biens et de services. Cet accroissement brutal de la demande, associé à cette épargne constituée durant la période du confinement, a favorisé, elle aussi, une augmentation des prix. Donc, dans un premier temps, des perturbations. Dans un deuxième temps, à la sortie du confinement, un fort accroissement de la demande. Ensuite, en février, je vous rappelle que, alors que l'inflation se confirmait, par le biais d'une offre restreinte et d'une demande accrue, la guerre d'Ukraine a déclenché une soudaine flambée des cours du gaz et du pétrole, puis par effet induit, de l'électricité, en Europe de l'Ouest principalement. Cette envolée des prix de l'énergie est venue renforcer l'inflation, accroissant le prix des biens et réduisant le pouvoir d'achat des consommateurs. Enfin, de part et d'autre de l'Atlantique, une évolution notable des comportements
a permis de constater une désaffection persistante envers de nombreux métiers considérés comme trop astreignants. Les gens qui pratiquaient ces métiers ont refusé de les reprendre. Et de ce fait, de très nombreux services se sont retrouvés dépourvus des compétences requises pour offrir les services. Et l'encadrement n'a eu d'autre choix que de proposer, bien sûr, une augmentation des salaires de façon à attirer soit une nouvelle main-d'œuvre, soit convaincre l'ancienne de revenir travailler. Ce constat, associé à la difficulté croissante de trouver une main-d'œuvre qualifiée, a favorisé une prise de conscience au sein des entreprises, et la nouvelle priorité est devenue de tout mettre en œuvre pour garder les équipes existantes. La baisse du pouvoir d'achat résultant de l'inflation encourage les sociétés à revaloriser significativement les salaires. Apparaît ainsi depuis quelque temps une diffusion de l'inflation, une inflation qualifiée de second tour par la généralisation progressive d'une hausse des rémunérations. Or, celle-ci vient nourrir également l'inflation, puisque, comme nous le savons, la masse salariale est presque toujours le premier poste dans la formation d'un prix de revient. Les banques centrales ont décidé de lutter contre cette inflation soudaine, vigoureuse et persistante. Le seul moyen dont elles disposent est de relever les taux d'intérêt directeurs. Ce mouvement occasionne une double correction sur les marchés de taux et sur le marché des actions. La baisse simultanée des deux grands marchés du monde financier entraîne bien évidemment un effet récessif. C'est ce ralentissement forcé de l'activité économique que visent les banques centrales et qui permettra de stopper le développement de l'inflation. Merci Jacques. Xavier, quel est l'impact de cette hausse des taux sur le marché obligataire et sur les actions? Alors, pour rebondir sur ce que dit Jacques, c'est très important que pour tous nos auditeurs, vous ayez compris que le combat est mené sur l'inflation. Donc, on passe par la hausse des taux des banques centrales qui sont des taux directeurs. Et alors, ce que je voudrais vous soumettre, c'est d'abord pour les obligations, la situation d'un investisseur au 1er janvier 2021. Donc, c'était il y a 1 an et demi. À l'époque, si vous aviez investi, nous avons pris l'obligation la plus liquide, c'est le 10 ans américain. À l'époque, le 10 ans américain vous rapportait un taux d'intérêt de 1% sur 10 ans. C'est-à-dire que si vous aviez investi 100, vous aviez 1% d'intérêt tous les ans et au bout de 10 ans, votre capital se serait élevé à 110. Eh bien, prenons la situation aujourd'hui, la même obligation, donc on est un peu plus d'1 an et demi plus tard. Vous voyez qu'aujourd'hui, les taux ont été remontés et par effet, le taux d'intérêt du 10 ans américain aujourd'hui se trouve à 3,65. Ça veut dire qu'un investisseur aujourd'hui peut acheter 100, un investissement qui va lui rapporter 136,50. Alors, c'est là où on va expliquer qu'est-ce qui se passe pour votre obligation d'origine, celle que vous aviez achetée il y a 1 an et demi uniquement. Eh bien, elle vient de perdre 19,4%, puisque le cours va s'ajuster du rendement, de telle sorte que toutes les obligations puissent évoluer à un instant T. Donc, on comprend mieux. J'espère que j'étais assez clair, en tout cas on pourra y revenir en détail, mais on comprend mieux ce qui se passe sur le marché obligataire où depuis maintenant le 1er janvier 2021, donc 1 an et demi en arrière, si on regarde l'évolution du marché, eh bien on avait atteint un point haut puisqu'on avait des baisses de taux. Vous vous souvenez que pendant la crise du Covid, les taux étaient presque tombés à zéro. Et depuis que les taux remontent, le marché obligataire mondial, il s'agit du marché obligataire mondial en dollars,
eh bien, a corrigé de 22,3%, ce qui, en termes techniques, le qualifie de crack obligataire. On en entend souvent parler. Et ce crack obligataire est en cours tant que le taux continueront de monter. Alors ça, c'est pour la partie obligataire. On va aborder la même question maintenant sur la question des actions. Que se passe-t-il sur le marché des actions? Je vous rappelle qu'une action, c'est un titre de propriété. Ce qui est intéressant à regarder sur une action, c'est le prix, la décomposition du prix d'achat. Donc, prenons le même investisseur le 1er janvier 2021, il y a donc 1 an et demi. Il regarde une action qui l'intéresse sur un secteur, mais il va considérer que dans le prix qu'il paye, il doit couvrir le taux sans risque, c'est-à-dire la rémunération d'une obligation, parce qu'il a toujours le choix d'acheter une obligation à 10 ans du Trésor, 1%. Il va y rajouter une prime de risque, parce que les actions sont tout de même plus risquées que les obligations. Et donc, il va rajouter une prime de 3%. Ça veut dire qu'il accepte de payer 25 fois ce prix des 4%. Ce qu'on appelle communément le price earning, c'est-à-dire le cours de l'action doit refléter 25 fois la composante de ce taux sans risque et de la prime de risque spécifique. Que s'est-il passé entre-temps? Aujourd'hui, au 1er janvier, au 22 septembre 2022, pardon, si on décompose la même chose, maintenant mon taux sans risque était de 1%, le rendement du 10 ans américain est passé à 3,65, je rajoute la prime de risque de 3%, et toute chose étant égale par ailleurs, donc pour une société qui ferait le même bénéfice, eh bien maintenant, mon prix, il est tombé à 15. Je paye 15 fois le multiple de 6,65. Donc, sur une période d'1 an et demi, on comprend que toute chose étant égale par ailleurs, si le profit, le BPA, est le même, eh bien l'action vient de perdre 40%. Donc on explique mieux, là encore, on a repris le marché par rapport au point haut de marché. Vous avez aujourd'hui, par exemple, sur le S&P 500, une correction en cours de l'ordre de 22%, là encore. Ça, c'est avec les derniers cours. Donc là encore, on est dans une phase, ce qu'on appelle, nous, bear market, qui est une correction majeure, puisque au-delà de 20%, on appelle ça un crack. On pense que cette correction, là encore, va se poursuivre tant que les taux ont vocation à monter. Donc c'est la raison pour laquelle ce que vous avez évoqué, Jacques, est tout à fait fondamental. Il est indispensable de bien suivre l'action des banques centrales. On ne lutte pas contre une banque centrale. Alors, là-dessus, fort de cet environnement, comme vous le voyez, extrêmement difficile, quelles ont été les dispositions adoptées pour la gestion? Alors, je voudrais illustrer le propos par un fonds qu'on appelle le Petit Geste Patrimoine, qui est un fonds équilibré. Alors, dans la gestion de Petit Geste Patrimoine, il est d'abord au niveau de l'équipe de gestion, nous fixons le rythme du marché. Vous voyez un petit rappel d'histoire, on a deux notions qu'on appelle risk-off et risk-on. En mars 2020, si vous vous souvenez en arrière, c'est la grande crise du Covid, nous avions adopté un mode risk-off. Risk-off, ça veut dire 73% de cash, 13% d'actions à l'époque et 14% d'obligations. Et puis, lorsque tout allait beaucoup mieux, on était à la fin du confinement, l'activité reprenait, le tourisme allait reprendre, on était repassé en mode risk-on. Risk-on, ça veut dire 4% de cash, 65% d'actions et 31% d'obligations. Eh bien, au jour d'aujourd'hui, nous sommes de nouveau depuis maintenant pratiquement avril-mai, nous avons adopté un mode risk-off que nous maintenons pour l'instant, c'est-à-dire 27 et au fait à ce matin 31% de cash, 39% d'actions et 34% d'obligations. Alors, comment est-ce qu'on exprime cela? La gestion de la poche de cash, nous la faisons sur les devises les plus fortes possibles. Alors, quelles sont les devises qui permettent de traverser cette crise financière? Alors, vous avez ici 3 devises exceptionnelles par rapport à l'euro
on vous met le graphique. Donc, le dollar a progressé de 14% par rapport à l'euro depuis 3 ans. Le franc suisse a progressé de 17% depuis 3 ans. Et la monnaie chinoise, le RMB, intéressant aussi, alternatif, a progressé de 8%. Ces trois devises sont très présentes dans la gestion d'Optigestion, puisque si vous regardez la poche cash d'Optigest Patrimoine, vous avez donc, je vous donne les derniers chiffres, mais on voit la progression. Donc l'euro est à 33%, vous avez 42% de dollars US, 18% de monnaie chinoise RMB et 3% de francs suisses. Le franc suisse ayant vocation probablement à progresser un peu dans les mois qui viennent, notamment du fait que les taux d'intérêt sont désormais positifs en Suisse depuis une semaine, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ça, c'est pour la poche de cash. Sur la poche obligataire, je vous ai montré, je m'en tiendrai à ça, la courbe du bas, c'est l'indice obligataire que je vous ai montré tout à l'heure, qui témoigne d'un krach obligataire majeur en cours. La courbe du haut, c'est la courbe des dettes souveraines chinoises, qui est le seul pays au monde à ne pas monter les taux. Comme vous le savez, ils sont plutôt en train d'essayer de relancer l'économie chinoise qui a beaucoup souffert du Covid. Et donc, vous avez ici la valorisation des obligations chinoises qui sont dans le patrimoine, donc ce qui a permis d'amortir considérablement l'impact du krach obligataire. Ça, c'est pour les obligations. Maintenant, sur la partie actions, patrimoine est un fonds équilibré. Et donc, vous voyez ici le poids des actions croissance. Je vous donne les derniers chiffres à droite, 33%. Les actions défensives, qui est beaucoup plus la notion de société stable dans le temps, moins de croissance, mais bien gérée au niveau et de leur endettement et de leur marge. On y reviendra plus tard. Et enfin, 20% les cycliques, avec, on peut citer pour 2022, la présence de sociétés pétrolières qui ont généré des cash flows importants. Donc voilà pour la partie action. Et donc, pour patrimoine, et je passe la parole à Nicolas pour parler de monde et de Europe. Donc, dans ce contexte de marché, comment avons-nous géré les SICAV actions Optigest Monde, Optigest Europe? Comme l'a évoqué Xavier pour Optigest Patrimoine, nous avons fait évoluer le niveau de cash des fonds en fonction des conditions de marché. Il faut savoir que nos deux SICAV disposent d'une liberté de cash jusqu'à 20% de cash net et peuvent, par opération de couverture, descendre jusqu'à 25% pour Optigest Europe et 35% pour Optigest Monde. Optigest Monde ayant moins de contraintes de gestion, nous avons pu conserver des devises fortes, telles que le dollar sur le semestre passé. À date, nous avons entre 18 et 17% de cash dans les SICAV et nous sommes donc et maintenons notre niveau de position dite risk-off. En termes de gestion de la poche action, tout en maintenant notre conviction sur les sociétés de croissance, nous nous sommes recentrés sur des sociétés peu endettées avec un business model leur permettant de passer des hausses de prix. Comme vous pouvez le voir sur Optigest Monde, nous sommes passés d'un ratio de 80% de sociétés de croissance en décembre 2021 à 50% à ce jour. Nous avons accentué nos positions sur les sociétés dites plus défensives à 25% ou cycliques pour 12%. Le mouvement a été similaire sur Optigest Europe, où la part des valeurs de croissance a été réduite de 73 à 55%. Nous avons donc essayé d'équilibrer au mieux nos portefeuilles pour passer cette phase de marché. Au niveau des performances, sur 5 ans annualisés, Optigest Patrimoine s'établit à 2,17%, Optigest Monde à 6,31% et Optigest Europe à 2,4%. Je vais donc repasser la main à Xavier qui va nous parler un petit peu de nos perspectives sur les mois à venir. Alors, ce webinaire, on a souhaité qu'il soit court et pour ouvrir aux questions. Le graphique avec lequel Jacques a démarré, qui est l'inflation, est vraiment le point de focalisation. Car c'est ce graphique-là que les banques centrales ont en tête, et notamment la Fed. Alors, les convictions que nous avons, avec notamment cette politique agressive de la Fed, c'est que le combat contre l'inflation, il va être mené résolument par la Fed
Elle va monter les taux rapidement maintenant. Son action est anticipée. Peut-être pour montrer le slide suivant. Vous voyez ici, c'est l'anticipation de la politique de la Fed jusqu'à 2024. Vous voyez qu'au jour d'aujourd'hui, on est passé de taux 0 à 3%. On a vu tout à l'heure l'impact sur la gestion obligataire. On pense que pour l'instant, le consensus voit une montée jusqu'à 4,5% de la part de la Fed, ce qui est une politique très agressive. Alors, cette action, elle a comme impact de renforcer le dollar. Donc, nous avons toutes les autres banques centrales qui désormais suivent le mouvement, notamment la BCE, pour éviter que les devises ne dérapent trop par rapport au dollar, qui est au plus haut depuis 20 ans. Alors, ce mouvement de hausse des taux, pour ramener l'inflation autour de 2 à 3%, va avoir pour conséquence, Jacques l'a évoqué, un ralentissement de l'activité économique, voire la mise en œuvre de récessions plus ou moins fortes. Dans cet environnement de récession et de hausse des taux, voici ce que nous allons faire, ce que nous faisons. Nous allons gérer nos actifs en mode risk-off, c'est-à-dire en réduisant la part des actifs risqués dans les fonds et les portefeuilles. Au niveau des devises, nous conservons, nous renforçons des devises fortes, dollars, francs suisses, RMB. Pour les obligations, nous sommes dans un bear market, comme nous l'avons évoqué, un crack obligataire. Dans ce crack, nous privilégions les durées courtes, moins de 3 ans. La bonne nouvelle, tout de même, dans cet environnement, c'est que bientôt, nous pourrons acheter des obligations avec des rendements compris entre 4 et 5% sur des durées de l'ordre de 10 ans. C'est une première depuis plus de 10 ans. Il y aura donc désormais la possibilité, en 2023 notamment, d'avoir aussi des obligations dans son portefeuille. Donc, on reviendra à une diversification. Enfin, pour les actions, dans la correction forte des marchés que nous connaissons actuellement, qui n'est pas liée d'ailleurs à la santé financière des entreprises, qui est bonne, jamais été aussi bonne d'ailleurs, mais c'est bien la hausse des taux, je vous l'ai montré tout à l'heure. Et dans ce bear market, donc, nous privilégions des sociétés dont les biens, les services sont indispensables, tant en B2B, c'est entreprise à entreprise, qu'en B2C, pas des consommateurs, avec une partie de chiffre d'affaires réalisée en devises fortes, dollars, francs suisses et autres. Des marges élevées qui vont permettre de traverser la récession à venir, un endettement maîtrisé, limité à 3 fois le résultat d'exploitation, donc éviter les sociétés qui s'étaient trop endettées pendant les taux zéro. Et enfin, trouver un prix raisonnable, c'est-à-dire maintenant un PE, un multiple du BPA de 15 à 20 fois selon la qualité des entreprises. Voilà en synthèse donc nos perspectives. Nous sommes bien sûr avec toute l'équipe, Jacques, Nicolas et moi, disponibles pour partager avec vous nos convictions et répondre à vos questions. Bien, merci Xavier, merci Jacques, merci Nicolas. Il reste effectivement 5 minutes pour quelques questions. Nous en avons reçu 2. Je vais commencer par celle-là. Quel serait, selon vous, le point d'inflexion? Oui, quels vont être les critères que vous allez suivre justement pour savoir qu'on est dans ce point d'inflexion des marchés? Quels seront vos critères que vous allez regarder en particulier? Voilà, je vais pas de prendre la parole. Le point d'inflexion sur les marchés en ce moment, ce sera vraiment une stabilité de l'inflation. On va passer par une stabilisation de l'inflation. Ça va se jouer via la baisse des matières premières, une hausse du chômage. Et tout ça va entraîner une stabilité, voire une baisse des taux des banquiers centraux. Ça va être vraiment une réaction des banques centrales. C'est vraiment ce qu'on attend. Cette stabilisation, ça va permettre au marché de déterminer vraiment le prix de l'actif et son couple rendement-risque. Donc c'est vraiment la stabilité de l'inflation qui va jouer sur les mois à venir. Merci Nicolas. Alors une question, Xavier a déjà en partie répondu, mais
je pense que c'est intéressant de la redonner. Finalement, Xavier, est-ce que vous pouvez nous redonner vos critères de sélection aujourd'hui sur votre recherche action, sur vos poches actions pour la fin de 2022 et début 2023? Oui, lorsqu'on avait des taux zéro, on payait une action défensive autour de 25 à 30 fois le résultat, et les actions de croissance, on pouvait les payer jusqu'à 40 fois. Cette période-là est derrière nous, donc il faut se recentrer désormais sur et anticiper de vivre dans un monde où les taux pourraient rester autour de 4 à 5% assez longtemps. On verra la question du financement de la dette par la suite. C'est un autre indicateur que nous suivrons. Mais pour l'instant, il faut rester simple. C'est le combat contre l'inflation et c'est des taux de 4 à 5. Donc, des sociétés pour nous qui ont des vraies barrières d'entrée, qui sont sur des situations de marché très concentrés avec 3-4 acteurs, avec des marges élevées. Donc, alors, vous avez en Europe un certain nombre de sociétés dont on pourrait parler, aux États-Unis, idem. Donc, il nous faut des marges élevées, un endettement inférieur à 3 fois, car vous avez compris qu'avec les taux qui montent, le refinancement des dettes sera bien sûr beaucoup plus coûteux dans les comptes de résultats. Donc, le prix que nous fixons actuellement pour acheter une action, c'est entre 15 et 20 fois le résultat estimé 2022-2023. Très bien. Eh bien, écoutez, je crois que nous n'avons pas d'autres questions et nous avons fini ce webinaire, respecter notre timing. Donc, ce que je voulais dire en conclusion, n'hésitez pas à nous contacter. Contactez Hugo Surgeon ou Éric Gérard. Vous avez le téléphone qui s'affiche et nous sommes évidemment à votre disposition, vos gérants et nous, pour approfondir tous ces points. Nous aurons un prochain événement en octobre. Donc, nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons une bonne rentrée à tous. Merci et à bientôt pour un prochain webinaire OptiGestion.